Alors la forêt, pour moi, c'est un écosystème merveilleux, très complexe, très difficile à appréhender dans son entièreté. Et il faut, pour la comprendre, la vivre, rentrer dedans, la respirer. La forêt, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie depuis qu'on est né. Et c'est presque comme un membre de la famille, ça nous entoure en permanence. Depuis que je suis tout petit, mon grand-père m'avait dit qu'il existait un métier qui permettait de vivre dans la forêt, de gérer la forêt, d'être proche de la forêt. J'associe très fort la forêt aussi à des activités collectives et des moments justement où on va avoir le temps de vivre des choses ensemble qui en fait peuvent être hyper simples. Hein. On n'a pas d'écran, on est vraiment ensemble. C'est cette bouffée d'air frais qui fait du bien, que ce soit au mental, au corps. C'est la première chose, réapprendre à regarder, à sentir, à voir. C'est hyper important dans notre monde d'aujourd'hui de perdre du temps à contempler, à regarder, à s'émerveiller. Je me sens le dépositaire d'un trésor pour les générations futures. L'état de la forêt en Wallonie, c'est questionnant. Cette forêt est magnifique, je crois que les Wallons de plus en plus l'apprécient et en profitent. Et en même temps, la plupart des forestiers ont le cœur qui saigne. La forêt est en crise depuis des années, principalement à cause du réchauffement climatique et de ses impacts sur la forêt. Mais il y a aussi l'impact de l'homme qui a pu appliquer à la forêt toute une série de recettes qu'on appliquait plus à une zone agricole qu'à une forêt qui est un écosystème naturel et qui peut bien fonctionner seul. Et évidemment, vu l'état de la forêt, ce qui compte, le plus important, c'est sans doute d'être capable de se remettre en question. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est que tout le monde fasse le même constat, que tous les professionnels de la forêt se disent « ouais, il y a des vrais enjeux, la forêt ne va pas bien, il y a des dépérissements, il y a ces sécheresses, il y a tous ces arbres qui tombent morts. Il est temps de se remettre en question et qu'est-ce qu'on peut faire, chacun à son niveau, pour essayer de trouver des solutions ?» La forêt wallonne couvre un tiers du territoire. 49% sont des forêts publiques, 51% des forêts privées, réparties entre feuillus et résineux. Construire ensemble la forêt de demain. C'est de cette volonté du gouvernement wallon que sont nées les Assises de la forêt. Cet exercice inédit a rassemblé depuis février 2022 un large panel d'acteurs concernés par l'avenir de la forêt wallonne. 74 résolutions ont été élaborées en concertation dans la perspective de la rédaction de la stratégie forestière wallonne. La concertation a pris 1 an. En 1 an, on rencontre les gens, on va beaucoup plus en profondeur. Et donc, j'ai beaucoup appris aussi des autres. On a pu aller vraiment chercher les fondements des positions des autres. On connaissait les positions des autres. C'était quelque chose de relativement bien connu entre nous. Mais la subtilité qu'il y avait derrière les fondements de chacun, c'était nettement moins connu. Et quand on connaît ces nuances en matière de fondement, ça aide méchamment après pour trouver des solutions conjointes. Notre première réaction, ça a été un peu de se dire, voilà, finalement, on n'a pas une expertise aussi pointue que d'autres acteurs qui sont intervenus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la nature, elle a un élément constitutif de notre pédagogie. Et donc, pour nous, il y a un enjeu vraiment à s'assurer que les jeunes, que ce soit des scouts ou des non-scouts, vont continuer à avoir cet accès à une nature qui est riche, qui est vivante, qui est riche en biodiversité et qui est vraiment un espace dans lequel ils vont pouvoir apprendre, jouer, relever des défis, se construire sur le plan intérieur. Depuis la crise du Covid, la forêt est de plus en plus prisée comme source de loisirs et de ressourcement par le public.
L'accueil du public en forêt est donc primordial si l'on veut, d'une part, réduire les risques de dégradation, mais surtout mettre en valeur ce formidable patrimoine forestier. Nous rendons visite à un propriétaire dans sa forêt qu'il a décidé de rendre accessible au public. C'est vrai que ça fait déjà quelques dizaines d'années que j'accueille du public dans mes bois. Je me suis arrangé pour élever du bois de qualité et je me suis efforcé de développer la biodiversité tout en accueillant le public. Parce que je pense que c'est très important que le public découvre comment on gère une forêt. Et si tu veux, je vais te faire découvrir les différents dispositifs que j'ai mis en place. Avec plaisir. On y va? On y va. Eh bien voilà, nous entrons dans la propriété où j'ai installé un panneau d'accueil pour les visiteurs, avec également les consignes à respecter. Donc ceci, ça indique bien qu'on est en forêt privée et que tous les acteurs sont les bienvenus. On a ici la légende pour expliquer tout le circuit. Et là, nous avons le pictogramme qui est utilisé pour baliser tout le circuit en forêt. Les travaux forestiers, comme les coupes ou les plantations, sont parfois mal perçus par le public. Expliquer qu'ils font partie du cycle normal de la forêt et dans quel but ils sont réalisés permet le plus souvent d'apaiser les craintes. Et donc là, tu vas réaliser une éclaircie, c'est ça? Eh oui. La plupart du temps, le grand public ne comprend pas l'intérêt des travaux forestiers. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là que j'ai installé ici un panneau qui m'a été offert par la Société forestière pour expliquer au grand public l'intérêt de ces travaux qui consistent à prélever des arbres. On enlève les moins beaux au profit de la croissance des plus beaux arbres. Et c'est un panneau qui est tout à fait pédagogique à l'intention du grand public qui se promène quand je ne suis pas là pour expliquer. Si cet exemple de signalétique permet à Louis-Georges de bien accueillir le public dans sa forêt privée, c'est au niveau de la forêt wallonne dans son ensemble, public et privé, qu'une signalétique uniforme est en réflexion et en cours de réalisation. L'une des missions principales du DNF, donc du département de la nature et des forêts, c'est d'assurer ou de garantir la multifonctionnalité des forêts publiques wallonnes. Qu'est-ce qu'on entend par multifonctionnalité? C'est que les différents usages que l'on a de la forêt, donc que ce soit en termes d'accueil du public, de production de bois ou de conservation de la nature, puissent cohabiter les uns avec les autres, tout en ayant le moins d'impact possible les uns sur les autres. Si on prend l'exemple de la circulation en forêt ou de l'accueil du public en forêt, on voit que la demande est croissante, avec la particularité que ces dernières années, on a eu une évolution au niveau des technologies, on a des vélos électriques qui sont apparus, on a des nouvelles pratiques qui apparaissent et qui se développent, comme le gravel, comme les trails. On a aussi de plus en plus d'écoles qui veulent avoir accès à l'extérieur, et notamment au milieu forestier. Et donc c'est là que le DNF intervient, en aide aux maisons du tourisme, aux syndicats d'initiative, ASBL et autres, pour réfléchir et concevoir ensemble des itinéraires balisés. Autre aspect, c'est l'aspect contrôle, puisqu'il dit garantir, dit aussi contrôler le respect par les personnes de toute une série de bonnes pratiques qui sont notamment définies au sein du code forestier. En termes de bonnes pratiques, on peut citer le fait de rester sur les chemins et les sentiers, de garder ses chiens en laisse, d'emporter ses déchets, de ne pas allumer de feu en forêt. Donc dans les différentes fonctions de la forêt, il y en a une qui pendant des années a quand même pris le pas sur les autres, c'est la fonction économique. Donc la forêt, c'était produire des arbres, produire des troncs, produire du bois d'œuvre. Ça a primé un peu sur les autres fonctions pendant pas mal d'années. Et depuis une vingtaine d'années, là, on remet à l'honneur la fonction environnementale, la fonction écologique de la forêt. Et on prend des mesures de gestion qui sont un petit peu différentes de ce qu'on pouvait prendre il y a 30, 40, 50 ans. Donc on tient en compte la biodiversité, on essaie de varier les peuplements, de laisser faire la nature beaucoup plus qu'on le faisait avant.
Exemple ici, on a favorisé la régénération naturelle dans la hêtraie. Donc on a réalisé de toutes petites trouées. Ça s'est ensemencé naturellement en hêtre, mais pas qu'en hêtre. Il y a d'autres essences qui sont apparues, l'érable, le bouleau. Et puis on a amené plus de lumière au sol, donc une végétation herbacée plus importante aussi. Et tout bénéfice pour la biodiversité. La diversification des forêts, c'est vraiment un sujet d'actualité, notamment dans le changement climatique, pour qu'elles soient mieux adaptées. Il y a un côté intuitif, hein, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier chez les forestiers. Donc si vous avez une forêt avec une seule espèce d'arbre, une maladie, un parasite, un coup de sécheresse peut vous détruire toute votre forêt. Dans une forêt mélangée, chaque espèce a sa fonction. C'est une diversité fonctionnelle qu'on appelle ça. Donc, par exemple, le chêne a des racines profondes qui vont chercher l'eau, les éléments minéraux en profondeur, alors que l'épicéa ou le bouleau, eux, vivent plutôt en surface. Par contre, le bouleau a un feuillage très clair qui permet à la forêt de se développer en dessous de lui. Et il protège les espèces qui ont besoin d'ombre. Et puis, il y a une étape supérieure encore, où chaque espèce apporte sa biodiversité propre. Par exemple, dans l'épicéa, qui est fortement menacé par un petit insecte qui est le scolite, qui a fait vraiment des hectares et des hectares de dégâts, eh bien, sur le pin sylvestre, il y a un parasite de ce scolite. Donc, quand vous mêlez les deux essences, vous avez une forme de protection, une forme d'autorégulation de la forêt. Et des exemples comme ça, on pourra en multiplier à l'infini. Et donc, quand vous mélangez énormément d'espèces, vous avez ce qu'on appelle une diversité fonctionnelle. Et elle vous permet d'avoir une forêt un peu plus résiliente et même qui s'adapte au changement. Voilà, ici, une parcelle que j'ai reboisée au moyen d'essences différentes. Au-delà de l'avantage sylvicole, il y a également un avantage au niveau paysager, puisque j'ai replanté essentiellement 4 essences, que sont l'érable, le merisier, le frêne et le charme. En plus, j'ai remis quelques noyers, quelques châtaigniers et aussi quelques fruitiers forestiers. Tout ça va contribuer à donner au paysage une grande variété, puisque ces arbres auront des feuilles qui vont débourrer à des époques différentes. Ils vont croître à des vitesses différentes également, avec tout l'avantage pour le paysage qui évite des alignements qui sont trop géométriques, des courbes, des formes arrondies, et ce n'est que du bénéfice pour le paysage. J'en ai profité pour installer un panneau pour expliquer au public l'intérêt de conserver les arbres morts, pour favoriser la diversité, les animaux, les insectes qui vont pouvoir s'installer dans cet arbre au profit de la forêt. La présence d'arbres morts est un atout pour la forêt. Ils accueillent un cortège d'êtres vivants, insectes, champignons, oiseaux ou encore petits mammifères pour les nourrir ou leur servir d'habitat. Oui, donc tout propriétaire public qui a une forêt d'une certaine surface au-delà de 100 hectares devrait réserver une partie à mettre en réserve forestière intégrale. L'intérêt du système, c'est d'avoir une certaine zone où il n'y a plus aucune intervention de l'homme. On laisse la nature faire. Les arbres meurent, tombent au sol, la végétation vient ce qui vient, point. C'est tout bénéfice pour la faune et bien sûr pour la flore. Donc on retrouve des écosystèmes un peu particuliers et c'est vraiment un plus pour la biodiversité. La forêt wallonne a également une fonction productive pour des propriétaires publics et privés, ainsi que pour des entreprises qui exploitent et valorisent le bois dans de nombreux secteurs. À cet effet, la région wallonne s'est dotée d'un tout nouveau parc à grumes, où les plus beaux chênes et autres essences de nos forêts sont mis en vente pour l'exploitation du bois. Et donc ici, en fait, le chêne qui s'est vendu le plus cher cette année-ci, c'est le chêne qui est là, le numéro 641, qui vient de la forêt domaniale de Saint-Michel, Freyre, et qui a le prix record de 4 394 € du mètre cube. Donc rien que ce bois-là vaut 25 000 €.
Un parc agrune permet de rassembler en un seul endroit un ensemble de bois de haute qualité, ce qui permet à un acheteur de venir par exemple en une demi-journée voir environ 90 bois et de faire un petit peu son marché suivant ses besoins. 9/10 des bois, ce sont des chênes indigènes. À côté de ça, chaque année, on essaye d'avoir d'autres types d'essences feuillues. Comme ici, cette année-ci, on a des érables, sycomores, on a du frêne, un châtaignier en orme. Ça nous permet, nous, pour nos collègues ici du DNF, d'avoir une idée de l'évolution du prix et du marché de ces essences un peu spécifiques. Et se dire aussi, pouvoir montrer aussi à nos propriétaires, pour lesquels on gère les bois, leur montrer que ça vaut la peine d'investir dans ces feuillus-là aussi, parce qu'on peut en retirer des prix assez conséquents lors de vente si on obtient ces qualités-là. C'est aussi des essences qui sont très, très porteuses au niveau économique et aussi très intéressantes au niveau biodiversité. Donc c'est très intéressant de continuer à les valoriser, quoi. La forêt, c'est plus de 30% de notre territoire en Wallonie. On a donc cette chance de disposer d'un véritable trésor. C'est un trésor qui est à préserver, bien sûr, et ce, encore plus dans les contextes de changement climatique que nous connaissons. C'est aussi un trésor qui est à valoriser durablement, le plus localement possible, puisque l'une des plus belles façons de respecter cette ressource, c'est aussi de lui apporter toute la valeur ajoutée qu'elle mérite. La filière de valorisation du bois, c'est 8000 entreprises, 18 000 emplois. C'est donc une filière importante et je pense qu'il y a aujourd'hui une véritable conscientisation de l'importance stratégique de cette filière en Wallonie, pour la Wallonie. Il faut donc continuer à accompagner, à soutenir les acteurs de la filière de valorisation du bois dès maintenant et pour les prochaines années pour pouvoir répondre aux grands enjeux de la forêt et de la filière bois. Les entreprises wallonnes travaillant le bois sont actives dans la construction de bâtiments, notamment en ossature bois ou dans la création de charpentes. D'autres ont investi dans des outils de haute technologie comme les chaînes numériques de production. Des jeunes s'engagent dans ces métiers d'avenir. J'aime bien travailler en hauteur. Le fait de travailler le bois, je trouve que c'est chaleureux, c'est chouette, ça sent bon, c'est agréable à travailler. À 15 ans, franchement, j'étais encore à l'école en menuiserie. Du coup, je ne savais pas encore que j'allais être charpentier, mais je savais très bien que j'allais travailler dans le bois, ça c'était sûr, après l'école, quoi. Ouais, 25-3. Le métier évolue dans le sens où il y a plusieurs années, on posait, je vais dire, 2 à 3 charpentes par semaine. Maintenant, grâce aux technologies qui nous permettent de travailler beaucoup plus rapidement, on pose environ 1 à 2 charpentes par jour. Quand j'avais 15 ans, je rêvais pas forcément de faire ces métiers-là, monteur, ossature bois, charpente, tout ça, non, ça me parlait pas. À 15 ans, j'étais plutôt paumée en fait, je savais pas ce que je voulais. Alors après mes études secondaires, je me suis un petit peu cherchée, j'avais un peu de mal avec le système scolaire classique. Donc j'ai voyagé et j'ai eu l'occasion de fabriquer une cabane en Nouvelle-Zélande avec une dame. Et je pense que ça a été l'élément déclencheur de toute une série de choses qui ont suivi, dont une formation en menuiserie et en ossature bois. Le métier de monteur en ossature bois évolue beaucoup. Ce qui se passe, c'est que tout est préfabriqué maintenant dans les ateliers et quand on arrive sur chantier, il n'y a plus qu'à assembler les pièces. Je m'appelle François Martens, j'ai 26 ans, je suis coordinateur de chantier et comme je travaille dans une boîte de préfabrication, la plupart de mon travail s'effectue dans le bureau qui se situe à l'atelier. Mon rêve, c'était de construire ma maison et je me suis intéressé d'abord un peu à tout et je me suis vite dirigé vers la construction bois. Donc je me suis lancé dans une 7e à tourner en dessin assisté par ordinateur. Et puis l'année d'après, je me suis vraiment inscrit à Libramont pour mon graduat en 3 ans. Je suis tout de suite avec mon stage en entreprise ici. Le principal enjeu pour l'instant, ce sont les changements climatiques. Notre forêt est en souffrance. Les principales essences qu'on utilise, notamment pour la filière de valorisation du bois, sont affaiblies. Et donc il y a lieu aujourd'hui de réfléchir à la façon dont on va régénérer la forêt pour qu'elle puisse à la fois
être robuste, résiliente face au changement climatique, tout en gardant en tête l'importance que la forêt reste productive et que l'on puisse continuer à ce qu'elle réponde aux besoins de la société dans son ensemble, pour se chauffer, pour l'ameublement, pour construire des bâtiments. Cette transition-là, elle passe par plusieurs clés. La cohésion d'abord de l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois, l'innovation qui est vraiment la clé pour que nos entreprises, petites, moyennes, grandes entreprises, restent compétitives, que l'on évite au maximum que nos grumes ne partent à l'étranger avec toutes leurs valeurs, avec tout leur potentiel de développement et d'emploi en Wallonie. Il y a également le positionnement de notre filière au niveau international. Je pense qu'on sera plus fort si on s'associe aux autres pays voisins qui sont forestiers également pour porter la voix de la forêt et du bois au niveau des débats européens notamment. Alors que les machines sophistiquées et les équipements mécanisés ont révolutionné l'industrie du bois, il existe encore des situations où des méthodes traditionnelles, respectueuses de l'environnement, peuvent se révéler inestimables. Prenons l'exemple de la sortie des grumes d'une zone de stockage. Dans des endroits trop humides ou trop pentus, ou pour minimiser les dommages causés au sol forestier, les chevaux de débardage sont souvent la meilleure option. L'avantage d'avoir le cheval, c'est qu'il n'y a pas de ligne, donc il faut zigzaguer entre les bois. De temps en temps c'est plus serré, de temps en temps c'est plus dense. Il faut trouver les trous pour faire les bottes. Et en plus il faut trier les bois, donc les épicéas d'un côté et les bouleaux de l'autre côté. Ça, c'est plus compliqué à faire avec un tracteur. Moi je travaille plus de jours, mais pour au final c'est moins coûteux qu'une machine qui viendra mettra 2 jours à la place de moi, j'en mettrai 4 et il me coûtera plus cher. Nous ne pouvons plus laisser croire aujourd'hui que production de bois et écologie sont en opposition. Le bois, c'est un choix qui est à la fois économique et écologique. Le bois, c'est un matériau qui est 100% naturel, renouvelable, local. Nos forêts wallonnes sont gérées durablement. Le bois est une magnifique alternative à d'autres matériaux qui sont importés, qui sont polluants. Le bois stocke le carbone, il participe à la transition climatique, énergétique. C'est une ressource, c'est un matériau qui n'a plus de limite technologique. C'est le matériau par excellence de l'économie circulaire. Donc, encore une fois, porter ce choix, c'est à la fois faire de l'économie, c'est faire de l'écologie, c'est aussi soutenir les emplois locaux. Donc, il faut continuer à soutenir notre filière de valorisation du bois, l'ensemble de ces acteurs. Il faut que les citoyens puissent faire confiance aux matériaux bois wallons. Il y a une marque qui s'appelle marque Bois Local. Il faut aussi que nos institutions fassent confiance, montrent l'exemple pour faire le choix du bois, pour le chauffage de leurs bâtiments, mais aussi pour la construction des bâtiments publics. Et donc, quelle solution? Une fois qu'on s'est remis en question, est-ce qu'il y a une solution? Bon, la question qu'on entend le plus en forêt, posée par les professionnels, c'est oui, mais quelle essence je dois planter ou favoriser pour la forêt de demain? Et je crois qu'aucun professionnel ne sait répondre à ça. Il n'y a pas de réponse, il n'y aura pas une essence miracle. Il y a toute une série de réponses, tout un mélange de bonnes pratiques à mettre en œuvre pour aller vers une forêt mélangée, en essence et en âge, afin de diminuer les risques qui pèsent sur elle, tous les risques liés au changement climatique. Si une essence a des problèmes, il y aura toujours 1, 2 ou 5 autres essences sur la même parcelle qui pourra amener de la production de bois et un fonctionnement normal de l'écosystème et de ses services écosystémiques, diminuer l'impact sur les sols. Les sols, c'est un vrai capital en forêt. La couche de sol, elle est souvent assez restreinte avant d'arriver sur la roche, donc protégeons-la. C'est là que l'arbre va puiser toute son énergie pour produire du bois. Et donc c'est absolument essentiel de le protéger, d'éviter sa compaction. On peut aussi travailler la forêt comme étant avant tout un écosystème naturel qui va fonctionner naturellement si on le laisse faire. Et donc se baser sur la régénération naturelle. Un arbre, ça apporte des fruits qui tombent, qui se plantent et qui germent. Et donc normalement, dans des conditions d'équilibre, on devrait avoir une forêt qui se régénère naturellement et qui permet à l'homme d'être moins présent, moins impactant, avec moins de mécanisation, et uniquement d'apporter sa propre plus-value quand la nature a besoin de lui, ce qui arrive dans plein de circonstances en forêt. Voilà, il faut recréer une sorte d'alliance de l'homme et de la forêt pour faire en sorte qu'elle soit toujours là pour nos arrière-petits-enfants, et c'est déjà une belle ambition.